Espace TV, le 22h. Nous sommes mardi 7 juin. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au programme d'Espace TV. Au sommaire de ce 22h, dans le meurtre du jeune Thierno Mamadou Diallo, 6 personnes soupçonnées d'avoir un lien avec le meurtre ont été arrêtées. C'est le procureur général près la cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles White, qui a annoncé ce mardi une démarche que des organisations de défense des droits de l'homme saluent et encouragent. Le saviez-vous, l'usine de thé de Massanta est à l'arrêt depuis plus de 20 ans. Pourtant, il y a plus de 30 ans, elle était un maillon fort de l'économie de cette préfecture et même de la région forestière. L'usine employait des centaines de jeunes de la région forestière, mais aujourd'hui au chômage. Dans l'angle de ce mardi, on s'intéresse à la conservation des documents précieux du pays. Depuis l'ère coloniale jusqu'à ce jour, c'est la Direction nationale des archives qui s'en occupe, mais à l'ère du numérique, tout n'est pas rose. À cette direction, elle se heurte à des difficultés de tout genre. Malik Sangana Kamara, Mohamed Kapel Ossila se sont intéressés au sujet et c'est le grand format de ce soir. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est juste après cette virgule. Personnes soupçonnées d'avoir un lien avec le meurtre du jeune Thierno Mamadou Diallo ont été arrêtées. C'est le procureur général après la cour d'appel de Conakry qui l'a annoncé ce mardi, une lueur d'espoir pour la famille qui a d'ailleurs décidé d'enterrer son fils en toute intimité. Mamadou Sadio Baldé. Après plusieurs tractations, la famille décide finalement d'inhumer Thierno Mamadou Diallo au cimetière du Cameroun. La famille a décidé de l'enterrer dignement, comme a recommandé les principes de l'islam. Donc nous invitons à tout le monde de s'abstenir à toute manifestation. La famille seule a décidé d'aller enterrer Thierno Mamadou. Le procureur appuie cette démarche et invite au respect de l'intimité familiale. Nous avons aujourd'hui une famille éplorée qui est venue ce matin de manière libre, après concertation, nous demandons à ce qu'elle puisse inhumer dans la stricte intimité familiale le corps de Thierno Mamadou Diallo. L'autre information du jour, c'est l'annonce de l'arrestation des personnes soupçonnées être en lien avec le meurtre du jeune Thierno Mamadou Diallo. La bonne nouvelle que le procureur général que je suis peut annoncer, c'est que on a procédé à l'interpellation des personnes qui sont pour l'instant, l'identité va être dévoilée dans les heures qui suivent. Mais pour les besoins d'enquête, c'est pour vous dire que c'est une grande avancée parce que l'engagement que nous avons pris devant le peuple de Guinée, c'est que plus rien ne sera comme avant. Dès après l'inhumation, les noms des personnes mises en cause seront dévoilés publiquement, a indiqué le procureur. En marge de cette sortie, Alphonse Charles White a envoyé une piqûre de rappel en direction du FNDC. Le procureur général a indiqué que chaque entité a ses limites et qu'elle agisse selon les principes de la République. Le procureur est au micro de Mamadou Sadio Baldé. Quand vous prenez les dispositions de l'article 156 du Code de procédure pénale, la loi dit que toute association qui n'est régulièrement constituée sous la base des statuts et qui, dans ces statuts, prévoit des différentes infractions limitativement citées, son seul peut se constituer partie civile. FNDC n'a aucune existence juridique. Je ne voudrais pas, encore une fois de plus, que l'on instrumentalise les gens, on va sortir et trouveront la loi sous leur chemin. Mais heureusement, quelqu'un qui est en haute mer demande ceux qui sont sous la rive d'aller dans la gueule du loup. Il faut qu'on respecte la mémoire de ce jeune.
il faut qu'on respecte la vie des Guinéens. Il faut qu'on respecte les institutions judiciaires. Il faut qu'on respecte l'autorité de l'État. Ce n'est pas un débat d'ego, c'est une question de principe. Contrairement à certains, il y a bien des organisations de défense des droits de l'homme qui saluent les démarches du procureur général dans le dossier de feu Thierno Mamadou Diallo. Elle espère que pour une fois, justice sera rendue dans cette affaire. Par ailleurs, l'OGDH invite le procureur à poursuivre ses actions dans la lutte contre l'impunité et surtout les cas de mort enregistrés les dernières années. Al-Sini Bari, Abdoulaye Kamara. La célérité avec laquelle il s'est saisi de ce dossier a suscité l'empathie chez nombreux Guinéens épris de justice. Charles Red s'est transporté sur les lieux du crime, dans la famille de la victime et même à la morgue d'Ignasdine où le corps a été évacué et où il a diligenté une autopsie pour connaître les raisons du meurtre du jeune Thierno. Les droits de l'homiste ont observé avec beaucoup d'intérêt sa démarche. Pour eux, un pas vient d'être franchi dans la lutte contre l'impunité. C'est un message d'espoir que cela renvoie au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, des citoyens et aussi toutes les personnes en Guinée, je pense, parce qu'il y a eu plusieurs crimes et aucun crime n'a été aussi pris au sérieux par les autorités de ce pays. Pourtant, nombreux sont les victimes couchées sans justice au cimetière de Bambetou, Zogota et plusieurs autres villes du pays. Et comme il fallait commencer quelque part, Charles a commencé par ce jeune tué en marge d'une manifestation contre la hausse du prix du carburant. Un vent d'espoir pour les structures de la société civile qui espèrent que tous les crimes vont connaître leur épilogue. Dès lors que ce cas a suscité de l'engouement, en tout cas du sérieux par rapport aux autorités judiciaires, on a l'espoir que les autres cas qui ont déjà été évoqués récemment par des enquêtes, que ces cas-là vont également être examinés par la justice et que les auteurs et commanditaires de ces actes soient retrouvés et punis. Une première pour la jeune génération qui connaît désormais le rôle et la valeur d'un procureur. Les années précédentes, les parquets n'ont pas joué leur rôle. Normalement, on n'a pas besoin d'une plainte, soit par signalement, par des informations qu'il recoupe, il doit tout de suite agir. Mais ce n'est pas dans la culture en Guinée. Si ce n'est pas des infractions qui intéressent l'État, en tout cas où c'est démembrement, les parquets en général ne s'intéressent pas au dossier. Cependant, d'autres esprits sceptiques parlent de populisme du procureur général, toujours prêt à filmer et photographier ses moindres faits et gestes. Parfois, ce n'est même pas la presse qui les relaie, mais les internautes sur la toile. La forte pluie qui s'est abattue lundi matin a endommagé plusieurs routes secondaires de la commune urbaine de Boké. Le cas du secteur Kofia au quartier Kadigira intrigue les résidents et même les non-résidents. Ils invitent donc les autorités locales à prendre en compte la préoccupation de cette localité qui n'a jamais bénéficié d'une action de développement depuis de longues années. Sekou Diallo, Aïssatou Kesso Diallo. Lundi dernier, de fortes averses se sont abattues sur la ville de Boké. Pendant des heures, plusieurs routes secondaires ont été endommagées, en plus des cas d'inondation constatés dans la majeure partie des collectivités de la préfecture. Après cette pluie, toutes les issues du secteur Kofia ont été fortement dégradées, empêchant la libre circulation des engins et même les piétons. Aujourd'hui, vraiment, je suis très embêté et ennuyé pour la population. C'est le plus court chemin de Boké en partant vers Hangar. Les routes de Kofia sont tellement impraticables. Depuis l'arrivée du marché au secteur Hangar dans le quartier Rounyawa de 1, la route qui mène à Kofia connaît un trafic important. Malheureusement, les conducteurs des mototaxis, par peur de se retrouver dans les garages, ont diminué la circulation vers cette partie de la commune urbaine. Vraiment, la route de Kofia, surtout après la pluie venante là, c'est un peu difficile à parcourir la route de Kofia. La population qui est à Kofia ici, parce que pour venir ici, même nos motos, chaque fois qu'on vient ici, on se retourne, on rentre direct au garage. Oui, ça c'est un peu une difficulté aussi. Ce jeune est un conducteur de véhicules dans la préfecture de Boké. Un routier qui souhaite que les autorités du pays fassent de la construction des infrastructures routières une priorité. Personnellement, je dis avec les nouvelles autorités d'aider Boké. Ce n'est pas Boké seul. Il faut faire la route très bien. Il y a urgence sur cette route. Si rien n'est fait, la localité pourrait être isolée
avec les grandes pluies qui s'annoncent. L'usine de thé de Macenta, il y a plus de 30 ans, est un maillon fort de l'économie de cette préfecture. Elle est à l'arrêt depuis plus de 20 ans. Cette usine, qui jadis employait des centaines de jeunes de la région forestière, est aujourd'hui l'ombre d'elle-même au fil des ans. Plusieurs tentatives pour sa relance sont restées vaines. Les autorités locales et les populations de Macenta souhaitent la reprise de cette unité industrielle afin de lutter contre le chômage des jeunes. Le reporter André Mossier-Milimono et Aliouba ont visité l'usine. Suivez le reportage depuis Macenta. Elle est située à 9 km de la commune urbaine de Macenta. De loin, nous apercevons un vieux bâtiment abandonné. Il y a une vingtaine d'années, l'usine de thé de Macenta, qui employait plusieurs jeunes de la localité, était le socle de l'économie de cette préfecture. Les raisons de son arrêt sont certes d'ordre économique, mais aussi une défaillance au niveau de son administration. Les preneurs, les entrepreneurs qui prenaient ici, il n'y avait plus de financement, c'est ce qui a été à la base de l'arrêt de cette usine-là. À la première année de son arrêt, des inconnus seraient venus vider l'usine de son contenu et plusieurs machines de qualité ont été emportées. Depuis lors, les lieux sont restés abandonnés malgré les multiples démarches auprès des autorités. La société de production et de commercialisation du thé de Macenta a tout mis en œuvre pour que vraiment cette usine-là soit reprise. C'est pourquoi il a fait venir le spécialiste en thé. Ce vieil homme a été l'un des premiers employés de l'usine. Il se rappelle encore les meilleurs moments passés ici en tant que travailleur. J'ai bougé Conakry le 23 avril 1984 pour Macenta, l'usine de thé. Je suis rentré ici. Le lendemain, j'ai commencé à travailler à la plantation. Le malin était payé à 15 000 francs par mois. Mais les 15 000 francs par mois, le sac de riz était à 10 000, à 9 000. Depuis l'arrêt de l'usine, il a décidé de rester ici, espérant un jour que l'unité sera relancée afin qu'il puisse reprendre son travail, malgré le poids de l'âge. Bien vrai, je suis un doyen, mais vraiment, je peux par où les chefs vont me placer, je vais travailler avec eux. Aujourd'hui, plusieurs hectares de thé sont plantés ici pour faire fonctionner cette usine à nouveau. Une lueur d'espoir pour des centaines de jeunes ici, à Macenta. Depuis 10 ans, les insulaires de Fotoba n'ont pas de poste de santé digne du temps. Là-bas, pour tout le village, un seul médecin muté. Là, en 2006, pour des cas de maladies graves, il faut emprunter une pirogue pour se rendre sur la terre ferme de Conakry. Parfois, par manque de moyens, ils n'ont pas de choix que d'accepter les moments de la pathologie. La direction communale de la santé de Kaloum plaide en faveur de sa communauté sur les îles Ali Badara Kamara et Ibrahim Souri Kamara de retour de Fotoba. Suivez. Voici le kilomètre zéro de la Guinée tracé sur l'île de Fotoba, un des quartiers des îles de l'Osso situé à quelques minutes de la terre ferme de la capitale guinéenne. Découvert vers les années 1900, Fotoba ne dispose pas à ce jour une structure de santé répondant aux normes du moment. Les cas de malades de la localité sont toujours référés au poste de santé de Tamara ou à Kassa, voire à Conakry. Fotoba, c'est vrai, c'est un grand quartier qui devrait avoir un poste de santé, dans les logiques. La barrière maritime, une difficulté, couplée à celle de la pauvreté des insulaires de Fotoba, ce qui complique la prise en charge des malades sur cette île. Les femmes enceintes ne sont pas à l'abri de ces difficultés. Quand les gens sont souffrants, tu n'as pas les moyens, tu risques de mourir ici. Ceux qui ont des moyens déplacent des pirogues, même si à jour ou n'importe quelle heure, il faut déplacer une pirogue pour se rendre à Conakry à l'immédiat. Et quand tu n'as pas ces moyens, tu risques de partir. Le logement destiné au chef de poste de santé de l'île de Fotoba est aussi vétuste. Muté en 2006, le chef de poste de santé est obligé de passer la nuit en communauté. À l'aide de véhicules personnels et motorisés, Ibrahim Bangoura sillonne les différents secteurs pour faire face aux besoins de santé des insulaires. Chaque fois, je circule, j'ai une moto. Que
depuis l'an 2006, c'est la moto là qui me sert de rouler entre Fotoba et Boum, seul. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas l'assistant, il n'y a pas de sage-femme, mais seul ne peut pas faire tout. Sauver des insulaires de Fotoba en leur offrant des services de soins de qualité passe nécessairement par la réhabilitation de ces infrastructures afin de minimiser le taux de mortalité lié à des maladies. La directrice communale de la santé de Kaloum sollicite l'accompagnement des autorités ainsi que les partenaires techniques et financiers du système sanitaire du pays. La Covid-19 se promène encore parmi nous, même si le taux de contamination a nettement baissé. À la mairie de Matoto, une formation soutenue par l'UNICEF a démarré ce mardi. L'objectif est de mettre à contribution toutes les couches sociales dans la sensibilisation contre ce virus qui éprouve la planète Terre depuis 3 ans. Le compte-rendu de Marisa Kamara, Aboubakar Keke Bangoura. 3 ans depuis que le premier cas de Covid-19 a été notifié. Hier comme aujourd'hui, la riposte doit être maintenue. Les autorités sanitaires, pour arriver à bout du virus, préconisent la vaccination. Une dynamique que les partenaires comme l'UNICEF veulent perpétuer auprès des populations à la base. Dès l'apparition de cette pandémie, l'UNICEF a fait de cette lutte une priorité et n'a cessé d'accompagner le gouvernement de la Guinée dans tous ses efforts ciblant la lutte contre les multiples épidémies et particulièrement la Covid-19. Le maire de la commune de Matoto, Mamadou Batos Kamara, salue cette démarche de l'UNICEF et invite par ailleurs les citoyens à un changement de comportement en respectant les gestes barrières. Il faut essayer de prévenir la population afin que chacun, d'où qu'il soit, puisse prendre toutes les dispositions. Et je pense que les acteurs les plus importants, c'est les chefs des quartiers, les religieux, les transporteurs qui sont en contact direct avec les citoyens. L'engagement communautaire constitue une des stratégies clés pour la riposte contre la maladie. Selon les organisateurs, Matoto sera la première commune à bénéficier de cette formation. Nous avons fait une identification dans les 5 communes et nous avons compris qu'au niveau de la commune de Matoto, nous avons 38 quartiers. C'est la commune la plus grande parmi les 5 communes et nous avons jugé nécessaire que le message pourrait partir de là pour gagner les autres communes. La formation devrait s'étendre à toutes les autres communes. À Hamdallah Banire, une localité située à 73 km de la préfecture de Boké, un conflit de limitation oppose 2 districts depuis plusieurs mois. Conséquence du malentendu, une vaste superficie d'une plantation d'anacardier a été détruite. La victime, quant à elle, sollicite l'implication des autorités pour éviter le pire. Reportage Mamadou Pete Diallo, Aïssatou Kesso Diallo et Salifou Lifou Sissé. Des anacardiers, des bananes et autres plantes sont les arbres coupés dans cette plantation située dans le district Banire, une localité se trouvant à 9 km de Hamdallah. C'est un conflit qui oppose les villages de Bundulengue et Hamdallah. La victime dit être dépassée. Réalisant que j'ai fait près de 30 ans ici, j'ai du mal à comprendre quand on me dit que je dois quitter. C'est un clan qui a été formé par Abdourahmane Kompo pour venir détruire ma plantation. Certains responsables de la commune rurale de Dabis sont soupçonnés d'être à la base de cet acte. Pour Mouktar Keïta, responsable communautaire, c'est le conseiller communal Abdourahmane Kompo et son entourage qui auraient donné l'ordre de couper les arbres. Le conseil de Dabis, Abdourahmane Kompo, Silikonko, Issa Keïta, le vice-président du district de Hamdallah, et Bangis, le conseiller de Dabis, Ali Assampou, le président du district de Hamdallah. C'est Mamadou Khalifa Diallo. C'est les 5 personnes-là qui ont formé le clan pour déménager l'enfant ici. Selon les sages, la limite choisie est loin d'être la bonne. Abdul Karim Kalissa vit dans ce village depuis plusieurs décennies. D'après lui, la démarcation se trouve à des kilomètres de l'endroit indiqué.
Ici fait partie des Hamdallaï. Le procureur m'avait demandé, je lui ai dit que la limite se trouve à des kilomètres de là. Amadou Farse Diallo, victime, dit avoir porté plainte contre les personnes citées dans cette affaire, mais dit constater une lenteur dans le traitement de son dossier. Il parle de complicité au niveau du tribunal de première instance de Boké. Ceux qui coupaient m'ont dit qu'ils ont donné de l'argent au procureur. Et c'est là que j'ai réellement compris la lenteur dans le traitement de mon dossier. 22 embarcations de pêche d'origine sénégalaise ont récemment été saisies par le Centre national de surveillance des pêches. Selon un acteur de la pêche industrielle, ces embarcations ont été prises en train de pêcher dans les eaux guinéennes sans aucune licence. Les victimes sont sous surveillance des autorités maritimes guinéennes, apprend-on. Bernard Koundouno et Mohamed Silla ont rencontré le président des organisations professionnelles et des ONG de pêche artisanale à suivre. Ces embarcations d'origine sénégalaise auraient débuté le trafic illicite dans les eaux guinéennes depuis 1998. Il y a une dizaine de jours, c'est une vingtaine d'embarcations d'origine sénégalaise qui a été saisie par le Centre national de surveillance des pêches. Elles sont accusées d'avoir pêché dans les eaux guinéennes sans aucune licence. Un phénomène que dénonce le réseau des organisations professionnelles et ONG de pêche artisanale avant une communication des responsables du CNSP en déplacement hors du pays pour des raisons de service. 22 embarcations en même temps venir dans nos eaux, pêcher de façon illégale, sans licence de pêche. C'est la pêche illicite. Plus de 22 embarcations, il y aurait bien des Guinéens à l'origine de ce trafic. Ces pêcheurs ont été trompés par des intermédiaires véreux. Parce qu'il y a ce qui s'est passé avant. On venait ici, on prenait nos licences, on les amenait à Dakar ou à Hambourg ou un peu à Ziguinchor pour les revendre. Une autre raison de cette pêche illicite dans les eaux guinéennes, c'est la recherche d'un produit de mer moins connu en Guinée mais économiquement très rentable, ajoute cet artisan. Dès qu'il y a la première pluie, c'est en quantité. Les pêcheurs guinéens ne connaissent pas. Et sur le plan commercial, ça n'a aucune valeur chez nous. Et ils traversent avant d'aller dans les autres. Donc c'est intercepté ici chez nous, pêcher et puis débarquer à Dakar, exporter. Et mon frère, c'est de l'argent. Une autre fraude signalée par ce responsable d'ONG est la présence momentanée du bateau collecteur sur les eaux guinéennes. Il leur carbure, du carburant, la nourriture, il se met à l'écart de nos eaux. Mais ces gens-là rentrent, ils pêchent, le soir, on débarque dans le bateau. Et ce collecteur a pris la tangente. La meilleure façon de pêcher est de se rapprocher des services compétents pour se procurer la licence puis respecter les normes de pêche en Guinée, précise ce responsable d'ONG de pêche. Des agents de patrouille de la gendarmerie routière de Kankan ont présenté à la presse locale ce lundi 2 présumés coupeurs de route. Selon le premier responsable du service, ces individus ont été interpellés en flagrant délit avec une arme de guerre et de munitions. Alpha Marcoïta, reportage. Munis d'un pistolet et des munitions, ces 2 présumés coupeurs de route ont été interceptés par l'équipe de patrouille de la gendarmerie routière de Kankan alors qu'ils braquaient un véhicule. L'arrestation a eu lieu sur la nationale Kankan-Sigiring. Dû au renseignement et la présence de nos gendarmes, ils ont réussi à mettre main sur ces 2 personnes avec l'arme là et les munitions, plus la moto que vous voyez devant vous ici et une autre moto non vue d'abord. Nous devons les entendre sur le procès verbal et le déférer auprès du monsieur le procureur de la République. Ibrahim Bari est le présumé coupeur de route qui a été pris en flagrant délit. Bien qu'il reconnaît détenir l'arme au moment de son interpellation, il nie tout de même les faits pour lesquels il est accusé. Le propriétaire du véhicule a voulu me heurter. C'est ainsi que je lui ai poursuivi en lui demandant de s'arrêter. Il s'est arrêté. C'est ce qui a coïncidé à l'arrivée des gendarmes. Entre-temps, ils m'ont fouillé et ils ont trouvé l'arme sur moi. Je marche avec cette arme pas pour faire du mal à qui que ce soit, mais pour ma propre sécurité, car j'ai été plusieurs fois victime d'agressions de la part des bandits. Moriba Koulibaly, le second interpellé, est le propriétaire de la moto saisie des mains du prévenu. Il clame aussi son innocence.
Mon ami m'a dit de lui prêter la moto, qu'il doit aller changer son vêtement à la maison. Après son départ, je lui ai appelé tout le reste de la nuit. Il ne m'a pas répondu. Sauf le matin, il m'a rappelé en me disant qu'il partait accompagner sa femme et que des gendarmes l'ont arrêté faute des pièces de la moto. C'est ainsi que j'ai pris les papiers pour lui rejoindre. Dès mon arrivée sur les lieux, ils m'ont aussitôt arrêté sans même me demander. En attendant qu'il soit déféré à la justice, les deux présumés malfrats sont actuellement détenus à la gendarmerie routière de Kankan. Au Mali, la junte fixe à 2 ans le délai de la transition avant le retour des civils au pouvoir. Une avancée positive car en janvier dernier, les militaires projetaient de diriger le Mali jusqu'à 5 ans et la CEDEAO avait infligé des sanctions très dures contre Bamako. Images et commentaires de Djibril Ba. La durée de la transition du Mali est fixée à 24 mois à compter du 26 mars 2022. Cette volonté de la junte a été manifestée, faut-il le rappeler, depuis mars dernier lors de la tenue du sommet de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO à Accra où Assimi Goïta n'avait pas honoré l'invitation qui lui avait été faite. La junte malienne revient donc à la charge ce lundi soir. Elle se donne jusqu'à mars 2024 pour rendre le pouvoir aux civils. D'après une source, l'annonce a surpris plus d'un, même dans les plus hautes sphères de l'État. Dans l'entourage du colonel Assimi Goïta, on justifie le décret. Il faut aller vite pour ne pas perdre de temps. La durée de la transition, selon la même source, est la base des discussions avec la CEDEAO. L'organisation sous-régionale attend des autorités maliennes des précisions sur le chronogramme des activités devant conduire aux élections. Du côté de la CEDEAO, c'est aussi la surprise. Un des responsables affirme que l'idée arrêtée après le sommet est que le médiateur dans la crise malienne, Goodluck Jonathan, rencontre les uns et les autres et propose un plan de sortie de crise au prochain sommet prévu début juillet à Accra. Un diplomate d'un pays membre de la CEDEAO commente pour dire qu'en annonçant les 24 mois, le gouvernement malien met les charrues avant les bœufs. La junte malienne, dans cette posture, a besoin de galvaniser son opinion publique, plutôt fatiguée par l'embargo. Depuis le 9 janvier, la CEDEAO et l'UEMOA ont pris des sanctions politiques et économiques contre le Mali. Alors, la famine guette le centre et le nord du pays. Dans les centres urbains, les prix des produits de grande nécessité ont pris de l'ascenseur. Les partis politiques de leur côté font du mieux qu'ils peuvent pour contribuer à l'apaisement de la crise politique. Ils indiquent que l'isolement et les tensions diplomatiques du Mali avec une partie de la communauté internationale et certains États voisins ont conduit au déchirement du tissu économique, financier et industriel. Retour en Guinée pour parler de la cérémonie officielle de prise de fonction de Issa Sy qui s'est déroulée ce mardi à la direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence. La jeune dame infirme de son état occupe désormais le poste d'assistance sociale, une promotion qu'elle accueille avec beaucoup d'émotion et promet de mener à bien sa mission. Rosaline Gotomonemo, Ibrahim Souma. Diplômée en pharmacie depuis le 6 janvier 2022, Issa Sy est une jeune dame handicapée, mariée et mère d'un enfant. Son autonomisation a toujours été son rêve, bien que d'aucuns n'ont jamais cru à sa réalisation. Ce mardi, elle a reçu officiellement son acte de nomination au poste d'assistante sociale à la direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence. J'ai des larmes de joie. Je remercie le Tout-Puissant Allah qui m'a créé comme ça et qui n'a pas arrêté à me donner tout ce que les personnes normaux ont eu par la grâce d'Allah. À sa prise de fonction, la direction générale lui a remis un ordinateur pour son travail afin de produire un bon résultat. Consciente des défis qui l'attendent, elle promet de mener à bien sa mission. Et je ferai tout possible pour satisfaire aux besoins non seulement des populations, aux besoins du président de la République, aux besoins de tout un chacun ici. Son directeur général compte sur elle pour honorer sa confiance. Sa mission sera désormais, entre autres, d'assurer le rôle d'intermédiaire entre la direction et les malades qui ont besoin d'assistance. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé ou qu'on est en mobilité réduite qu'on n'a pas la capacité intellectuelle de faire le travail. J'en suis sûr, par votre courage, votre engagement,
Que vous soyez en face d'un malade, ça donne beaucoup de réconfort. Ça donne aux malades beaucoup d'espoir. Et c'est aussi ça le symbole que nous voulons amener vers ces malades, que vous êtes amenés souvent à rencontrer, à échanger. Il faut noter que le Fonds de développement social et de l'indigence est le service humanitaire de l'État guinéen. Le journal se poursuit, à présent notre angle. Du temps colonial jusqu'à maintenant, la gestion et la conservation des documents précieux du pays sont confiées à la Direction nationale des archives. Cet établissement public œuvre tant bien que mal pour protéger la mémoire de la nation, malgré toutes les difficultés rencontrées. Malik Sendiana Kamara, Mohamed Kapelosila pour le reportage. La Direction nationale des archives de Guinée ou la mémoire de la nation. Ici se trouvent jalousement conservés des documents de la République de l'époque coloniale à nos jours. Placée sous la tutelle de la présidence de la République, cette Direction nationale des archives est chargée d'appliquer la politique de l'État en matière de conservation selon la norme générale et internationale de description archivistique. La tâche confiée à cette direction est d'une grande importance. Garder soigneusement les documents malgré les intempéries. Au fil du temps, certains documents finissent par se décomposer ou par se déchirer après moult manipulations. Les conditions de conservation font défaut. Nous n'avons pas de moyens pour pouvoir nous procurer du matériel pour pouvoir numériser ces documents. Comme vous l'avez dit, ces documents sont très anciens. À force de les manipuler, ça se déchire. Et quand ça se déchire, ce n'est pas résistant maintenant, c'est trop vieux, ce n'est pas résistant. Plus vous manipulez, plus ça se déchire et ce n'est pas facile de reconstituer ça. Donc notre souci aujourd'hui, c'est comment avoir des numériseurs pour pouvoir les numériser, pour les sécuriser. C'est ça notre souci aujourd'hui. Nous n'avons pas de moyens, pas de budget de fonctionnement, pas de subvention. À l'heure du numérique, la Direction nationale des archives peine à s'adapter. Les raisons sont simples. Pas de budget de fonctionnement, ni de subvention pour doter l'établissement d'outils de travail. Autre aspect, le personnel travaille dans des conditions difficiles. De la salle de tri au classement des documents dans les magasins, le gros du travail revient aux stagiaires. Les titulaires, quant à eux, ne semblent pas supporter les souffrances liées à ce travail. Il est déconseillé de travailler aux archives. Vous savez, les dossiers sont poussiéreux. Donc il faut prendre du lait, le minimum. Donc, et vous parlez de traitement archivistique. Vous qui êtes là, le personnel ne vient pas. Le personnel titulaire ne vient pas. Nous travaillons avec l'assistance des stagiaires. Donc c'est les stagiaires qui viennent nous aider beaucoup. Les 11 magasins, la bibliothèque administrative et historique de la Direction nationale des archives regorgent des documents précieux. Un aspect idyllique pour les amoureux de la lecture, des historiens ou encore des chercheurs. Dans les rayons, les documents sont classés par catégorie, par époque ou par date. Une fois qu'un département envoie ces documents, on les reçoit ici, on les trie. Ce qui est éliminé, on laisse ça ici. Ce qui est à garder, on envoie ça dans les magasins. Pour avoir accès à ces archives, l'abonnement est obligatoire. Il est seulement à 25 000 francs guinéens l'année, plus des photos d'identité. Les gens viennent en grand nombre. On reçoit tous les jours les chercheurs et les lecteurs. Oui, les expatriés comme les Guinéens. Moins de confort dans la salle de lecture, mais pour des besoins de recherche, l'objectif pourrait être atteint. Le plus vieux document dans les rayons date de 1720. Il parle des lois, traités, ordonnances et décrets applicables aux colonies, dont la Guinée. Le document qui parle de l'histoire de la Guinée date de 1720. Donc la période coloniale aussi, les jours, bon, on a ça dans le premier magasin, de 1890 jusqu'à maintenant, là, les jours officiels pendant la période coloniale et jusque maintenant, là. Donc là, les jours sont, il y a une collection pour ça. Des documents coloniaux, des tomes de Ahmed Sékou Touré jusqu'aux contemporains,
La Direction nationale des archives est ravitaillée par dons ou saisie par des différents services publics et privés. Si vous avez besoin de transférer un document à la direction, vous écrivez officiellement. Parce qu'il y a d'autres qui font le don. Ils nous donnent les documents à titre gratuit. Donc ça aussi, il y a une fiche qu'on remplit. En 2007, la Guinée a connu une crise politico-syndicale. Les populations se sont attaquées aux édifices publics et même privés. Le bilan matériel était énorme. Pour Modi Soriso, le plus grave a été la destruction des archives. Ce journaliste photographe, avec son appareil, a fait le tour de la Guinée pour obtenir des images d'archives. Ce que j'ai vu durant cette époque, cette période-là, c'est comme si c'est la même équipe qui a cassé Koubia, qui est venue casser Pita, casser Dalaba, casser Mamou, casser Kankan, casser Zérekori, casser Farana, casser Télémélé. Comme si c'était les mêmes personnes, mais de la même manière, tout est symbole de l'État. Mais ce qui est davantage plus grave et ce qui est plus regrettable, c'est que les bâtiments ont été cassés, mais les archives brûlées. Un bâtiment, on peut le casser, le reconstruire, mais les archives, les brûler, c'est là où le mal a été très très profond. Donc c'est surtout connaissant ça et connaissant l'importance des archives et tout ça que moi je me suis mis à l'œuvre. Donc j'ai fait le tour du pays et ces deux albums que vous voyez ici, alors j'ai pu justement réaliser ces deux albums-là que j'ai titrés Des mémoires guinéennes à l'épreuve du feu. Les archives sont reléguées au second plan en Guinée, regrette cet homme de médias. Il estime que l'accompagnement de l'État est important pour sauver la mémoire de la nation. Place à présent à nos annonceurs dans la rubrique Public Reportage. Le théâtre, un excellent moyen d'apprendre l'anglais pour les élèves de l'école American International School de Nongo. Ce week-end, l'International School était au Centre culturel franco-guinéen dans le cadre de la mise en place d'une production théâtrale. Les cadres du district sanitaire de la préfecture de Boké ont entamé ce lundi un séminaire de formation pratique en stratégie du fonds d'achat sous l'approche du financement basé sur la performance. Objectif, outiller les prestataires et les régulateurs sur la promotion de la santé reproductive et familiale. Je vous invite à suivre successivement ces éléments de reportage. American International School présente ses œuvres de théâtre écrites conformément à l'âge des élèves, aussi bien quant au style et au thème qu'à la pédagogie. Depuis ses débuts, l'objectif de l'Institut anglais Cisza-Nongo est d'offrir un théâtre pédagogique en anglais sur mesure, ce qui rend ses œuvres en même temps divertissantes et interactives. Aujourd'hui, on fait une production, c'est une production américaine, mais on changeait, en fait, on mélange avec les choses africaines dedans, parce qu'on veut que the people that are here, we want the people that are here to connect to the performance. So Dans ce jeu théâtral, les élèves de l'école américaine International School Conakry sont invités à créer des scènes. L'objectif pour les encadreurs est d'encourager les enfants à utiliser toutes sortes d'intonations et d'expressions faciales. Les pièces sont travaillées tout au long de l'année par des élèves et accompagnées par l'équipe de l'établissement. Vraiment, ça fait vraiment du bien parce que ça fait, je crois, 6 ou 7 mois qu'on travaille sur ça. Donc on a fait beaucoup de répétitions et on se sent vraiment prêt. Même comme c'est peut-être la première fois pour certains d'entre nous, mais c'est une bonne expérience, c'est amusant en tout cas. C'est pour mettre l'accent sur, disons, la créativité, puis l'anglais, parce que toutes les chansons sont en anglais, mais il y a des mots, même en Soussou, Malinké, et bien sûr en français, mais la plupart de la pièce, c'est en anglais. American International School entend valoriser le travail des élèves dans un milieu autre que scolaire. Valider le socle des compétences de manière différente par le biais d'un projet de longue durée dans une perspective historique et littéraire est la priorité des encadreurs. Ce séminaire de formation pratique en stratégie à Boké
fait suite au lancement officiel du programme de promotion de la santé reproductive et familiale la semaine dernière dans la cité des Agrumes. Une manière pour les organisateurs d'améliorer les indicateurs. Il est essentiellement important de former le prestataire et régulateur dans l'exercice de la mise en œuvre de cette approche. Le programme Santé de la reproduction familiale en Guinée est une réponse à l'épineuse question de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. C'est aussi une contribution pour améliorer la qualité des soins et augmenter l'utilisation des services dans les régions administratives de Kindia et de Boké. Qui voudrait que l'on puisse stimuler la demande et que l'on puisse renforcer les services de santé pour offrir des soins de qualité aux populations, surtout aux cibles que sont les femmes en âge de procréer et les nouveau-nés. Pendant 5 jours, plusieurs thèmes seront abordés par les participants. Le chargé d'études pour la question du financement de la cellule technique nationale basée sur les résultats donne des précisions. Ils doivent connaître les prestations de fonds d'achat et ils doivent savoir également que ces prestations produites doivent être soumises à une vérification au niveau de leur structure, mais aussi au niveau des communautés. Nourrissant l'espoir d'aboutir à un résultat escompté, Abdoulaye Misside Diallo, directeur général adjoint du bureau de stratégie au ministère de la Santé, formule ses souhaits. Donc, les acteurs qui sont au niveau des structures de santé puissent quand même utiliser cette stratégie. Comme vous le savez, c'est une stratégie nationale. Et qu'au niveau de Boké, qu'on puisse quand même, à travers cette stratégie, améliorer les indicateurs de santé. Entamé ce lundi, ce séminaire de formation pratique en stratégie prendra fin le vendredi prochain à Boké. C'est la fin de ce journal réalisé par Fatoumata Bintabari. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et portez-vous bien.